actu et société, Boom Media Plus, la radio 100% digitale. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Ballon avec mes deux nouveaux invités du jour. Johan Bensivenga, ex-président de l'UPE 13 et bonjour. Entrepreneur. Bonjour Johan. Bonjour. Merci d'être venu. Merci à toi de l'invitation. Pierre Guil du journal La Marseillaise et comment ne pas parler du concours mondial, La Marseillaise à pétanque. Salut Pierre. Salut, merci Omar et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être là. Alors, messieurs, il y a eu un classico, si on peut appeler ça. Il y a eu une démontada. Alors, je suppose que vous avez vu le match, Johan. Bien sûr que j'ai vu le match. Alors, j'ai failli casser la télé à la mi-temps. Quand on est Marseillais avec mon âge, c'est-à-dire 45 ans, et qu'on a connu les périodes de gloire des Papins, Waddle, etc., et qu'on voit l'équipe aujourd'hui, c'est difficile. Ouais, tu n'as plus là où ça fait mal. Tu as regardé le match qu'à la fin ou tu as fait comme beaucoup de Marseillais à la mi-temps? Non, j'ai craqué avant la fin. Ouais. J'ai regardé juste pour voir si ça avait bougé en fin de deuxième mi-temps, ça n'avait pas bougé. J'espérais quoi, qu'il revienne au score? Un miracle. Un miracle. Et toi, Pierre, alors ce match? Pareil que Johan, c'est vrai que Johan dit quelque chose d'intéressant et j'en parlais avec mon fils qui a 16 ans. Lui, il n'a connu que l'OM comme un club de seconde zone. C'est triste, ça fait mal de dire ça. Mais aujourd'hui, on n'est plus un grand club. Et moi, je lui disais, tu sais mon chéri, en 93, en 91, les Zidane, les Cristiano Ronaldo et les Messi, ils jouaient à l'OM. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs du monde pouvaient soit jouer, soit être approchés par l'OM. Et c'est là qu'on voit, on va en revenir après, mais on voit qu'il y a une vraie classe d'écart avec le PSG. C'est qu'aujourd'hui, le PSG peut tout se permettre en termes de recrutement ou d'idées de recrutement. Alors que nous, on va aujourd'hui ne viser que des joueurs de deuxième zone. Donc aujourd'hui, malheureusement, l'OM est devenu un club de haut de milieu de tableau français qui correspond à un moyen bas du niveau européen. Et c'est inquiétant. La com de Villas-Boas avant le match, vous en avez pensé quoi, Johan? Je pense que c'est très très maladroit. Je pense que quand ça se voit qu'il n'est pas Marseillais, quoi. Quand on a l'importance d'un classico et ce que ça représente pour nous, des années de combat, parce que je crois que le PSG a été créé en 78, si ma mémoire est bonne. 72. Ou 72. C'est quasiment 50 ans de rivalité entre la première ville de France et Marseille, ville rebelle. C'est un enjeu national, enfin, c'est un enjeu annuel pour nous. Hein. Moi, je préfère gagner le PSG que être champion de France. Carrément? Ah ouais, franchement, ouais. Pierre, alors, jusque-là quand même. Pas tout à fait d'accord avec Joël sur ce coup-là, sur la com de Villas-Boas. Je pense qu'au contraire qu'André Villas-Boas est très au fait. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur la compo d'équipe du départ, mais ça on peut en revenir. Je n'ai pas compris pourquoi Lopez et pas Sanson qui est plus athlétique au milieu. Je pense qu'on avait un problème au milieu défensif. Notre milieu défensif n'était pas assez solide. Je pense que, comme il dit Aimé Jacquet, il fallait muscler son jeu. Mais il fallait muscler le jeu. Mais je pense que Villas-Boas, il fait ce discours-là justement parce que... Il bluffe, mais il sait au fond de lui qu'on n'y va pas pour gagner, que si on fait match nul, c'est un miracle, et que je suis d'accord avec toi, moi aussi je préfère quasiment gagner 2 fois le PSG que être champion quasiment, mais il faut... c'est plus possible aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Pierre, quand tu as une telle différence de niveau, il faut que les mecs ils s'arrachent, il faut leur donner envie il faut leur donner le couteau entre les dents. Et moi, si tu veux, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai pas senti cette hargne. Tu vois, ils sont arrivés, ils avaient perdu déjà. Ça me. Le problème, c'est que même quand tu t'arraches, si Mbappé fait une accélération, tu peux beau t'arracher, tu l'auras tu te claques. Pourtant, même si vous allez me dire que ces équipes-là, les matchs contre eux, la motivation n'est pas la même. On a Reims et Rennes qui ont battu ce Paris Saint-Germain cette année. Oui, mais est-ce qu'ils avaient la même motivation, eux, à jouer contre l'OM que Reims ou Rennes? Je pense que clairement, même si les Galactiques, j'allais les appeler, les joueurs du PSG, c'est pas les Galactiques. Non, ça, je m'en vais. Reste. Je vais avec les... Je m'en vais. Non, mais je suis Marseillais, supporter de l'OM, mais je suis aussi conscient de ce qui se passe. Et non, mais je pense que les joueurs du PSG, ils y sont allés quand même pour nous gagner parce que Marseille, ça reste à part. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas l'étoile sur le maillot et nous, on l'a. Et je pense même qu'ils ne sont pas prêts de l'avoir. Je le souhaite en tout cas parce que ça me fait vraiment quelque chose que Paris soit champion d'Europe. Mais bon, c'est la vie. Si ça arrive un jour, tant mieux pour la France, mais tant pis pour nous. Je souhaite qu'on soit les seuls à être champion d'Europe. Quand on regarde rien que le banc du PSG, quand on voit que par exemple Neymar n'a pas joué, que Draxler n'a pas joué, que Cavani est rentré Choupeau, c'est un peu trop nous parisien. Je ne suis pas très fan. Quand même, on se dit rien que leur banc, c'est quand même. Ça ferait l'équipe 1 de l'OM. Ça fait marronner quoi. C'est ça. C'est là où ce que disait Pierre, c'est que
On a été probablement entre 89 et 93, on a été la meilleure équipe d'Europe. On fait demi-finale contre Benfica, où on se fait voler avec la main de Bata à Benfica en 90, pardon. 91, on perd en finale alors qu'on bat le Milan. Donc on a eu une période où on a dominé l'Europe, on était au-dessus des autres, mais... Et on était meilleur, selon tous les observateurs, en 91, en 93. Tout à fait. Il faut se souvenir qu'il y avait en 91 à l'OM à l'époque. Papin, Waddle, Abedi Pelé, Bernard Pardo, Laurent Fournier. C'était monstrueux. Et donc, malheureusement, cette époque-là de l'OM, elle est finie. C'est triste. Et c'est Paris qui, avec les moyens du Qatar, avec l'argent, a réussi à recréer une équipe comme nous on était il y a 25 ans. Pour moi, c'est un déchirement, quoi. Alors, bon, on le sait, Paris a des moyens que l'OM n'a pas, fait du moins pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que, quelque part, Pierre, il n'y a rien à gratter pour l'OM, ou on peut, à l'image de Lille, avec Galtier, qui est marseillais, Christophe, je te salue, faire des petits coups comme ça, peut-être pas premier, mais gratter la deuxième place. Alors tu parles de Lille, je suis d'accord avec toi, mais parlons aussi de Montpellier. Montpellier avec Giroud, qui est champion de France, il y a quoi, il y a 4-5 ans à peu près, 6 ans à peu près. Ouais. La première année de Zlatan à Paris. L'année d'avant, ils étaient quasiment relégables, puis ils se sont sauvés quasiment la dernière journée. L'année d'après, ils sont champions de France. Pourquoi je parle de Lille, Pierre? Parce que Lille, si tu te rappelles bien, quelques mois avant, ils ont failli être relégables. C'est Galtier qui les sauve. Oui. Lille où il y avait quand même des pépés, Mais là tu poses un débat. Ouais. Pourquoi Lille, avec peu de moyens, mais des joueurs issus soit de centres de formation, soit de joueurs d'avenir achetés pas cher, arrive à faire ces perfs-là? Le problème, il n'est pas que de l'argent qu'on injecte dans l'OM, il est aussi de la cellule de recrutement, il est aussi de la formation, de la post-formation. Je vois qu'il y a un joueur, on en a parlé aujourd'hui dans le journal, il y a un joueur aujourd'hui qui intéresse le Barça, qui intéresse les grands clubs. Il a été formé à l'OM, il a été refusé en contrat pro. Aujourd'hui, il joue à Strasbourg. C'est un latéral de défenseur de Strasbourg. Pourquoi il n'est pas à l'OM? Tu parles de Mohamed Simakan? Pourquoi il ne joue pas à l'OM? Tu sais que Mohamed Simakan est du 10e arrondissement de la cité Benza. Et Momo, on te salue sur l'émission. J'ai eu le plaisir de l'avoir en poussin à Vivo, et c'est un Marseillais, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai que bon, ça m'a reposé. Et en plus, il a joué en jeune à l'OM. Bien sûr. Donc, c'est l'éternel problème. Comment tu expliques, Joël, par exemple, qu'on a besoin d'un arrière-gauche depuis avant Evra et qu'on n'en a pas? Alors ça, écoute, honnêtement... Est-ce que c'est un problème, clairement, est-ce que c'est la faute à Zubizarreta, ou est-ce que c'est Garcia qui lui a tellement savonné la planche que finalement... Je sais pas. Je sais que malheureusement, toutes les entreprises, et quelque part l'OM en est une, a besoin de vision long terme, de bâtir depuis les cellules de recrutement, de la formation des jeunes, l'encadrement, le staff technique, le staff médical a besoin de vision sur du long terme, et que depuis des années et des années, il y a quand même beaucoup de mouvements, et que la stabilité dans un club est super importante. Tu sais qu'en jeune, il y a l'OM Next Gen, les partenariats avec 22 clubs amateurs de Marseille et les alentours. Qui est plutôt une bonne réussite. Et ça, c'est depuis que McCourt ça fait quelques temps que depuis qu'il y a McCourt. Voilà. Mais moi, je te parle de même ce qui s'est passé avant. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de perturbations. Bon, il y a eu beaucoup de difficultés, les égos des uns et des autres. Je ne suis pas dans le club, donc je ne peux pas t'analyser pourquoi. Ce qui est triste pour moi, c'est que la nécessité du résultat et la pression qu'il y a à Marseille fait en sorte qu'il y a beaucoup de turnover, les gens sautent, etc. Et que si on a envie d'avoir une vision long terme, comme a eu Auxerre pendant un moment avec Giroud, comme on peut avoir d'autres clubs où on est dans une continuité et au bout d'un moment ça fait des résultats, on ne peut pas ne pas avoir d'argent et en plus ne pas avoir de stabilité, c'est que le cumul des deux est trop problématique. Et comment tu expliques, toi qui es du monde de l'entreprise, que Jean-Michel Aulas, il est arrivé pendant longtemps à concilier et la formation, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a sorti les Benzema, Ben Arfa, Lacazette, Fekir, et les résultats, puisque avant le Paris Saint-Germain, il y a eu Bordeaux, l'OM qui ont un peu partagé le titre avec Lille, mais il y avait Lyon pendant 7 ans qui était champion, avec les Juninho, les Cassapa. Comment tu expliques que... Parce que Aulas a fait ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire que quand tu fais un club ou une entreprise, tu fais d'abord les fondations. Et après tu construis. Et Aulas, il est arrivé il y a combien d'années à Lyon? Il a récupéré le club en Ligue 2. Il était en Ligue 2, en D2. Il a récupéré le club en D2. Et ça fait 32 ans. Il a bâti pierre après pierre son club sur des fondations solides, en partant de la formation et petit à petit en montant avec une vision long terme. Ça fait 32 ans qu'il est propriétaire du club.
et il a une vision long terme. Est-ce que, là je vous pose la question à tous les deux, est-ce que Aulas, contrairement à par exemple Jacques-Henri Hérault, a su bien s'entourer? Puisque alors, je fais parler par rapport à Garcia Pierre. Là, en ce moment, là, c'est en difficulté. Je pense que Lyon est à la fin d'un cycle. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Johan. C'est tout à fait ça. Quand tu demandes aux gens quel est le président qu'ils aiment le moins en président de club, d'accord? Ils te répondent Aulas à 80%. Quand tu leur demandes, d'après vous, quel est le meilleur président de club, ils te répondent aussi Aulas à 70-80%. Parce que même s'il tweet facilement, c'est un garçon qui est un petit peu exubérant, etc., tu as raison. Il a fait un grand club. Ça fait partie de son jeu, ça. Ça fait partie de son jeu. Il est un peu, voilà, il est un peu comme Trump d'ailleurs pour le moins dangereux. Mais bon, bref. J'ai plus de sympathie pour Aulas. Moi aussi. Non, mais sa question est intéressante. C'est vrai qu'Aulas, c'est quelqu'un qui a construit, qui a bâti, qui a compris également que le club de foot n'était pas qu'un club de foot. Il a des franchises aujourd'hui d'auto-école, de salons de coiffure, qui portent la marque OL. Et je pense qu'il y a un vrai merchandising, il y a une vraie histoire à construire. L'OM a une belle histoire, mais n'a pas su encore. Je pense qu'il y a aussi d'autres sports que le foot qui peuvent être de l'OM. On a l'OM Judo aujourd'hui qui marche très bien, on n'en parle pas assez, mais l'OM Judo marche très bien. On a l'OM Vitrolles Handball, dont je rappelle que nous avons été champions d'Europe de handball. Il y a vraiment une histoire, une entreprise à construire. Encore une fois, comme a dit Johan, il a raison, là c'est le chef d'entreprise qui parle, sur des fondations solides. Il ne faut pas oublier qu'à Lyon, il y a une superbe équipe féminine. Eh ben oui. C'est-à-dire que Lyon, féminine, ils sont bons. En formation, ils sont bons. Au niveau de l'équipe 1, ils arrivent toujours à se débrouiller chaque année pour être en Ligue des Champions, ce qui est l'objectif clairement affiché, puisque c'est difficile de réaliser avec Paris, de rivaliser avec Paris, et ils arrivent à leur objectif. Alors, messieurs, ce soir, puisqu'on enregistre l'émission aujourd'hui, mercredi, il y a un petit derby de la Méditerranée, ou à Monaco, en Coupe de la Ligue. Évidemment, il faut la jouer, cette Coupe de la Ligue, qu'est-ce qui va passer? Joël. Pourquoi il ne faudrait pas la jouer? Parce qu'il y en a qui vont te dire, les blessures, etc. Ah non. Mais tu vas jouer quoi? Non. Tu vas jouer le championnat pour être champion? Tu vas la jouer la Coupe de la Ligue. Et si tu la gagnes, ça te fera un titre. Et moi, si j'étais la direction de l'OM, je me concentrerais, d'ailleurs, je pense que la Coupe de la Ligue est plus facile à gagner que la Coupe de France. Je me concentrerais sur la Coupe de la Ligue et ça te fera au moins un trophée dans l'année. Ah, vous savez que c'est la dernière édition de cette année, qu'il y a un petit chèque pas vilain en fin de si le club la gagne de quelques millions d'euros, c'est toujours ça, ça paye les amendes du fumigène, on va dire. Monaco, c'est pas mal cette année, avec Slimani qui ne jouera pas ce soir, et Ben Yedder. Vous en pensez quoi? C'est-à-dire, de quoi? De l'équipe de Monaco, notre adversaire du jour, en Coupe de la Ligue. Ça va être un beau match. Moi d'abord, j'aime bien le club de Monaco, c'est un club là qui est en difficulté depuis que Mbappé et par rapport après la demi-finale de la Ligue des Champions, ils ont eu, avec tous les départs, ils ont été en difficulté, mais c'est un club que j'aime bien. C'est une difficulté entre nous soit dit, ils ont bien vendu, Mbappé. Non, ça fait pas une équipe sportive. Sportive. Ça fait pas une équipe de bien vendre, il a raison. Aujourd'hui, si tu encaisses et que derrière tu réinvestis pas, il a vendu quand même Mbappé, Bernardo Silva, comme il s'appelle, qui est parti en Angleterre, Bakayoko qui est revenu. Ils ont quand même. Donc c'est un club moi que c'est du tout bénéf quoi. Que j'aime beaucoup. Alors moi j'ai un club de cœur, c'est l'OM. J'en ai un autre, c'est Bastia. Et j'aime bien aussi Monaco. Donc j'espère bien évidemment que l'OM va gagner. Et moi je suis assez d'accord avec Pierre. Le championnat il n'est pas jouable. On est là pour gagner des trophées quand on est un club professionnel. Il faut jouer les coupes à fond. Bien sûr. À fond. Donc il faut y aller. Hein. Pierre. Alors, le derby, alors tu en penses quoi? Bon, on est d'accord, il faut jouer ce match. Je pense que Monaco n'est plus le Monaco, je suis d'accord avec Johan, qui était il y a quelques années. Maintenant, si on prend, c'est vrai, joueur par joueur, sur chaque ligne, il y a de la qualité. Ils ont encore un peu de mal à jouer ensemble. Moi, j'adore Ben Yedder, j'adore ce joueur. En plus, c'est un profil atypique, petit, qui vient du futsal. Il a du mal en équipe de France quand même. Il a du mal en équipe de France, mais ça reste quand même un très bon attaquant. Tu m'aurais dit Ben Yedder vient à l'OM, j'aurais été content. Ah, évidemment. Mais je pense que quand la mayonnaise aura pris à Monaco, ça va peut-être prendre un an ou quelques mois, ça peut faire une belle équipe. Tu as des joueurs en fin de cycle, un peu comme Glick, tu vois, derrière, c'est un peu léger. Quoi. Ouais, mais ça reste quand même une équipe de qualité. Et c'est aussi un club que j'aime bien. Moi, j'ai un club de cœur, c'est l'OM, bien évidemment, au-dessus de tout. Mais il y a une équipe que j'aime bien parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer ses dirigeants et j'aime bien leur public, c'est Lens.
c'est le Racing Club de Lens, parce que je trouve qu'il y a une vraie proximité entre le public lensois et le public marseillais en termes de popularité. C'est un championnat d'Islande, ça, non? Ça, c'est le Combus qui disait ça, il y a les pingouins là-bas. Il a entraîné là-bas. Il a entraîné là-bas et Roland, il a de bons souvenirs de Lens, parce que les gens du Nord sont vraiment adorables. Et à Lens, quand on y va, franchement, je te conseille. J'ai été au centre de formation de Lens. Va voir un match. À l'époque, j'étais à Marseille, j'étais avec Stéphane Hassan, que tout le monde connaissait sous le nom de Churbo. Et déjà, on a été super bien accueillis. Et ils ont un centre, au centre de formation, ils ont un terrain couvert. C'était vraiment à l'aise le temps qu'il fait là-bas. Et c'était un Marseillais, je crois qu'il s'appelait Colado, un nom comme ça, je ne sais pas s'il y est toujours. En tout cas, big up si nous regardent les Lensois. Mais écoute un jour les Corons. Oui, on connaît. Ça, tu l'as bien réussi, mais quand tu le vois en vrai, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Bah, j'ai pas été voir le truc, mais j'ai pas été voir un match, mais j'ai été au centre et franchement, c'est vrai que voilà. Johan, on va parler de toi. Donc toi, tu es un ancien abonné en tribune gagnée, supporter de l'OM. Ouais. Hein, tu as joué au SMUC. Petit, jeune. En poussin à l'époque, maintenant ça s'appelle U11. Tu as joué à l'université à la fac de Lumini. Et les CIM. C'est l'école supérieure d'ingénieurs de Marseille. J'ai fait toutes mes études à Marseille, donc j'ai joué au foot quand j'étais étudiant. Comme quoi on peut jouer au ballon et en même temps, c'est bien oui, carrément. C'est bien de faire travailler le cerveau quand on joue au foot. Donc tu es ex-président de l'UPE 13, qui est donc l'union pour... l'union patronale d'ici. Patronale, le petit MEDEF, on va dire, local. Et tu es né donc rue Albe. Donc tu es né un peu dans les... Je suis né à la limite entre les Chartreux et Saint-Just. Voilà. Et alors, j'ai une question que je vais te poser, mais que je vais poser aussi à Pierre. Il y a une polémique en ce moment sur la vente du stade. Vous en pensez quoi à titre personnel, hein, je vous dis en tant que Marseillais, pas forcément par rapport à vos titres respectifs, mais en tant que Marseillais, vous en pensez quoi, Marseillais, supporter de l'OM? Johan. Moi, je considère que dans le monde actuel, tous les grands clubs sportifs sont propriétaires de leurs installations. Donc ça ne me choque pas que le club soit propriétaire de son stade. Voilà. Après, je ne suis pas quelqu'un qui est attaché au fait que le stade Vélodrome soit la propriété des Marseillais. Alors je préfère que le club aille bien plutôt que le stade soit marseillais. Alors c'est important de rappeler pour les gens, pas que les jeunes qui nous écoutent, que le stade c'est... D'ailleurs on va faire une émission spéciale, un petit débat prochainement dans Parlons Ballon sur ça. C'est quand même 12 millions d'euros que la ville de Marseille paye chaque année pendant jusqu'à 2045 à Bouygues, donc il y a un consortium entre Bouygues, voilà. Mais donc l'OM le loue, pour faire simple, voilà, donc gère par exemple le concert de Soprano ou tous les événements, le concert de Jules. Ça a un petit peu changé là. Tu sais que c'est l'OM maintenant, excuse-moi parce que je te coupe, mais pour excuser Joanne, ça a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'Olympique de Marseille qui récupère également la commercialisation du stade Vélodrome hors match de l'OM. Donc on va vers ce que tu dis, on va vers une gestion à 100% en 360, donc match de l'OM. Mais le stade n'appartient pas à l'OM. Mais il n'appartient pas. C'est ça qui est important. Mais il est payé par les Marseillais. Ça, c'est important de dire. C'est pour ça qu'attendez de prendre la parole après Joanne pour apporter une vision un petit peu différente de la sienne, même si je pense que sur le fond, peut-être qu'il a raison. Si tu veux construire quelque chose, c'est ce que là ça fait avec le stade de Nice. Justement, Pierre, voilà, là je te demande ton point de vue à toi, sachant que ça coûte donc 12 millions d'euros aux Marseillais jusqu'à 2045. Ça pose un problème. Que par exemple pour la fête des écoles, moi j'ai des enfants qui vont en école primaire, eh ben c'est net. Voilà. Ça clairement. Voilà. Toi, ton point de vue en tant que Marseillais, et puis tu peux le dire en tant que président aussi. Bon, là je parle en tant que supporter de l'OM et Marseillais, mais ça pose un problème quand même. Tu as raison de souligner que c'est les Marseillais qui le payent et que c'est l'OM qui en bénéficie. Maintenant, c'est vrai que si on veut construire sur le long terme, il faut que le club soit propriétaire. Donc moi, j'ai pas la science infuse là-dessus, mais j'ai un exemple que j'ai vu en étant en vacances modestement. Je suis parti en vacances, je me suis payé un voyage à Los Angeles. C'est le voyage de ma vie. Et je suis allé voir jouer les Dodgers, ancienne propriété de M. McCourt. Et j'étais bien placé, donc j'ai pu discuter avec des gens de Los Angeles, justement de la manière dont McCourt a monté son business là-bas. Et ça permet de rebondir avec la candidature de l'Olympique de Marseille pour récupérer le consortium de la SAFIM et du Parc Chano qui arrive à la fin et qui se positionne pour faire en fait un grand centre multimodal qui engloberait également toutes les activités de l'OM. Donc je ne dis pas que je suis pour ce sujet-là, mais
ça pose un vrai sujet, que l'OM ne soit pas qu'un stade et un club, avec un centre d'entraînement, mais une société globale, avec de la formation, un restaurant, un hôtel. C'est exactement ce que McCourt a fait à Los Angeles. Donc au final, tu es pour, c'est pour ça que, alors, contre la vente à l'OM, je précise. Philosophiquement, je suis contre. Économiquement et pour construire un grand club, je pense qu'on n'aura pas le choix. Mais philosophiquement, de par ma formation et de par mes activités, tu me doutes bien, à la Marseillaise, je trouve que ça doit bien sûr profiter à tous les Marseillais. Et j'ai ce problème d'éthique de savoir que c'est les Marseillais qui payent quelque chose qui ne leur appartient pas. Enfin, qui leur appartient mais qui est exploité par quelqu'un d'autre. C'est dur à expliquer quand même. Ou alors il faudrait qu'il sorte le chiquier. Non mais clairement, McCourt a un peu de moyens parce que il faut rappeler combien il a vendu Los Angeles Dodgers. Il a bien vendu, il a fait une belle plus-value, il a fait x5. Donc aujourd'hui, s'il veut vraiment investir à Marseille, qu'il s'en donne les moyens et qu'il fasse un beau chèque aux Marseillais. Alors, justement, on parle de McCourt. Lui, finalement, il a injecté 200 millions, quasiment 180, on n'est pas loin. Finalement, le seul qui a tenu ses engagements, c'est lui, quoi, je veux dire. Quand je dis le seul, j'en veux un peu, moi, Rudy Garcia, donc, qui nous a un peu mis dedans, puisqu'il est parti, mais il n'a pas mis ses boulets avec lui. Mais lui, je veux dire, le contrat, je mets 200 millions les premières années, le deal est respecté, Joël. Moi, ce qu'a fait McCourt, c'est décevant en termes de résultats. Si j'étais McCourt et que j'ai injecté autant d'argent, avoir des résultats aussi faibles, je ne serais vraiment pas content de je sais pas, 180 millions d'euros. Tu te rends compte de l'argent que c'est pour être un club pour être un club qui joue même pas les premières places du championnat. C'est un investissement qui doit être bon. Alors apparemment il a beaucoup d'argent, donc peut-être que pour lui c'est rien, mais bon, 180 millions, qu'on soit riche ou pas, c'est beaucoup d'argent quand même, quoi. Musique, actu et société, Boomedia Plus, la radio 100% digitale. Deuxième partie de Parlons Ballon avec les invités du jour, Johan Benzimenga et Pierre Lim. Alors, Johan, c'est un secret polichinelle, ton nom circule non pas dans le mercato de l'OM, mais dans le mercato de la petite de Marseille. Pas mal, hein. Et donc, on te prêterait ce qui est dit dans la presse, une volonté d'être candidat à l'investiture, que tu peux nous en dire deux mots. Bon, pour la République en marche, pour être... Alors, qu'on soit clair, le sujet de est-ce que je m'intéresse à l'avenir de ma ville? Oui. Est-ce que, en tant que Marseillais qui vient des quartiers populaires et qui a traversé la ville et qui voit la situation dans laquelle est Marseille, est-ce que ce sujet m'inquiète et m'interpelle? Est-ce que je suis un homme engagé? Oui. De là à dire que je vais avoir un engagement politique, ce sont des supputations de gens de journalistes pour la plupart. Moi, à titre personnel, je n'ai fait aucun commentaire et je n'en ai pas à faire aujourd'hui. Je ne connais pas le niveau de l'engagement que je vais avoir dans les prochaines semaines. Je suis intéressé par l'avenir de cette ville. Je suis intéressé par l'avenir des Marseillais. Je ne sais pas quelle sera ma place dans l'avenir et quel rôle je vais jouer. Je ne m'interdis rien, mais à ce stade. Aussi. Comment? Il y en a d'autres qui s'interdiseraient, donc en général, ça suit. Il y en a même qui pensaient à se raser. Il y en a qui pensaient ça. Ouais, non, moi je ne me rase pas. Donc je me rase pas. Non, par contre, quand tu sais, quand tu es un chef d'entreprise, tu es un mec responsable. Tu es un maître acteur des choses. Et tu ne peux pas laisser passer les événements sans vouloir agir. Quand tu es issu d'une classe populaire et de quartier populaire comme moi, que toute ta vie tu as lutté contre le déterminisme et que tu as essayé d'aider ta famille, d'aider tes entourages, etc., à un moment donné, quand la vie te le permet, tu te poses la question de savoir si tu ne vas pas aider tout Marseille pour essayer que... Bon, donc, effectivement, je discute au sujet de Marseille, de ce qu'il faudrait faire, mais avoir un rôle politique, entre discuter et avoir un rôle politique, le gap est important. Je ne suis pas certain de le franchir. Mais il est évident que Marseille, en tout cas à ce que je pense, Marseille ne pourra pas se sortir de l'ornière toute seule et l'intervention de l'État sera nécessaire. Et j'essaie de faire en sorte de reconnecter l'État à la ville de Marseille. Donc, dans la rubrique Mercato,
de la République en marche, donc on parle de Yvon Berland, de toi, hein, de Jean-Philippe Agresti, qu'on salue, qu'on a reçu dernièrement, de Saïda Amana et de Corinne Bezoni, qui est architecte. Voilà, d'accord. Donc, tu ne penses pas en travaillant le matin, parce que tu ne traces pas. Non, mais tous ces gens-là, on se connaît tous bien. Jean-Philippe est un ami d'enfance, on est du même quartier, on a grandi ensemble. Yvon, Corinne, on se connaît tous. Voilà, on est des Marseillais, je ne sais pas si vous avez vu. D'abord. Vous êtes très courtois entre vous en tout cas, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de tacle comme on peut le voir ailleurs, ça reste courtois, quoi, je veux dire, entre les différents prétendants. L'intérêt de la ville doit transcender les individualités et les égos. C'est pour ça que c'est pas qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire, avec qui et comment. C'est ça qui m'intéresse. Moi, le sujet de qui va tirer la liste, pour moi, c'est un bon sujet. Je te demande quand tu vois, et là, je peux même y répondre en tant que Marseillais, comme Pierre, quand tu vois l'état des écoles, quand tu vois le manque de stades, puisqu'on est dans une émission de football, le manque de stades de piscines, de stades, d'infrastructures, quand tu vois les transports, la pollution, il y a énormément à faire à Marseille. Le problème, Omar, il faut comprendre un truc. Marseille, c'est 240 km². Paris, c'est 97 km². Et Lyon, c'est 47 km². On est 5 fois plus grand que Lyon et 2 fois et demi plus grand que Paris. Et on a moins de moyens, parce que Marseille est une ville populaire. Donc comment tu veux faire plus avec moins? L'équation, le meilleur gestionnaire du monde, il ne peut pas faire en sorte que Marseille s'en sorte toute seule. Quand tu fais 2 fois et demi la taille de Paris, t'imagines les transports qu'il faut, les routes, c'est astronomique les moyens qu'on a. Et moi je veux pas, je suis pas dans la critique, moi je suis jamais dans le contre, je suis dans le pour. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je pense, c'est que Marseille ne peut pas s'en sortir toute seule. Tu parlerais d'un plan Marshall pour Marseille? En tout cas, d'une intervention de l'État, c'est obligatoire. Parce que la ville est trop pauvre, on n'a pas assez de ressources et la ville est trop grande. Si l'État n'intervient pas, on ne pourra pas s'en sortir. Qui que soit. Et toi, j'aurais bien grandi dans ces quartiers populaires, je me rappelle qu'il a grandi à la rurale. Si tu te mets quelques secondes à la place d'un habitant des quartiers nord qui vont en bas de chez lui, ni de métro, ni de tramway, les bus qui viennent pas, que les piscines elles sont fermées, que les stades, les synthétiques, il y en a, les municipaux, je parle pas des stades de proximité, quasiment pas. Est-ce que tu comprends que ces gens-là peut-être se disent puis voter, soit au quartier nord dans d'autres endroits? Et bien sûr que je comprends. Et c'est le drame. D'abord, il y a deux choses. C'est que Marseille n'est pas compris à l'extérieur. L'État ou les autres ne comprennent pas les Marseillais. Et moi, je dis toujours quelque chose, c'est qu'on ne peut pas comprendre Marseille parce que les Marseillais eux-mêmes ne se comprennent pas. Il y a tellement de différences entre les quartiers sud et les quartiers nord, entre l'Est, l'Ouest, la Pointe-Rouge ou la Castellane, que la ville est tellement coupée en deux qu'il n'y a plus d'homogénéité. Et si on doit avoir une intervention pour quelque chose, c'est de rendre la ville homogène. Et comment tu rends la ville homogène? En la connexant par les transports, en faisant en sorte de rétablir le niveau d'équipement qui soit de la même qualité entre le sud et le nord, sportif, culturel, etc. Tu ne peux pas le faire avec un claquement de doigts, c'est pas possible. Jean-Philippe Agresti, que j'ai reçu, que tu connais très bien, puisque vous êtes un ami, parlait d'un problème de mobilité. Voilà, c'est aussi un problème notamment de mobilité. Quand tu vois par exemple qu'à Castellane, tu as le métro et tu as le tramway juste au-dessus. Là, c'est pareil, je me mets à la place d'un habitant qui, pour venir en centre-ville, travailler. Sans parler de métro, de tramway, regarde le revêtement de la chaussée. Si tu prends ta voiture, tu te mets à rouler un petit peu dans le quartier. Tu le sais, moi, c'est pas un secret, j'ai grandi pas très loin d'ici. On va en parler. À la Viste. Quand tu vois l'état de la chaussée, quand tu vas dans les 8e, la chaussée, elle est bien. Je suis désolé, mais tu as l'impression, je me trompe, je pense pas, qu'on a une attention particulière vis-à-vis des quartiers plus riches et on laisse un petit peu les quartiers plus populaires. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que ces quartiers sont remplis de pépites, et pas que sportives, intellectuelles également. Bien sûr. Il y a de vraies pépites. Moi, je suis pas mal de gens dans les quartiers nord et il y a vraiment des gens très très intéressants intellectuellement qui s'en sont sortis avec l'école de la deuxième chance ou avec d'autres. Avec The Choice. Et avec Make the Choice que tu vraiment. Alors, quel bel événement. Johan, pour conclure avec toi, donc toi tu es un peu comme ce joueur qu'on annonce dans la presse, mais
En fait, c'est le journaliste qui parle pour toi et je te remercie d'être venu puisque tu n'as quasiment pas donné d'interview. Ouais, je n'ai pas quasiment pas. Pas du tout. Je remercie Gérard Blanc, qui est à l'origine de ta venue, Gérard. Tu es au top, Gérard qui va venir. Tu veux un scoop? Ah, Moi, je te donne un scoop. Vas-y, dis-moi. Mais moi, je ne serais pas candidat à l'investissement. Un scoop aujourd'hui. T'en as un des deux qui ne passera pas, c'est sûr. Alors, Joanne, tu restes avec nous. Pierre, on va parler de toi. Donc, toi, tu étais abonné au Yankee. Ouais, 4 ans. Voilà, tu as grandi dans les quartiers nord. Un peu. D'une maman arménienne, non pas français. Hein. Voici. Tu es entré au journal La Marseillaise à 18 ans. Je te remercie pour ce beau cadeau pour les 75 ans que tu m'as fait, que j'ai gardé, que je garde précieusement. J'ai fait un super événement au Rotati. Voilà. C'est magnifique. Donc, tu as gravi les échelons, hein, tu es un peu le Kylian Mbappé de La Marseillaise aussi. On s'est rapide. On s'est rapide. 180 millions, toi aussi En gros. Donc, tu es directeur de La Marseillaise, tu es président mondial. Je ne suis pas directeur de la Marseillaise, je suis un des directeurs, il y en a plusieurs. Il y a un directeur exécutif qui chapeaute le journal et je suis président du mondial de la Marseillaise. Tu es président du mondial de La Marseillaise, et là aussi, tu me fais le plaisir de m'inviter chaque année, c'est extraordinaire, ça vient de tous les pays. C'est un concours. Le monde entier nous envie, alors dis-nous quelques mots sur ce quelques mots intéressants. D'abord sur le journal, si tu veux bien, parce que c'est une histoire très prenante pour moi. Puisque, en 2 mois, j'ai fait l'école hôtelière, moi j'ai un CAP de cuisine, un peu hôtellerie, rien à voir, mais bon. Et je décide de reprendre mes études pour aider mes parents. Et il faut que je travaille pour payer mes études. Donc à l'époque, moi j'étais un petit peu militant de gauche, j'avais une conscience sociale un petit peu éveillée et intéressé par ce qui se passe autour de moi. Alors le journal La Marseillaise, on dit clairement, on va dire. Ça a été pendant longtemps. Idéal communiste plutôt. Il a été longtemps communiste, aujourd'hui il s'ouvre, et heureusement, parce qu'il faut absolument s'ouvrir, bien sûr, évidemment. Il s'ouvre vers toutes les orientations sociales progressistes que compte Marseille et sa région. Mais voilà, rentrer au journal La Marseillaise la nuit pour payer mes études à 18 ans, parce qu'on ne peut pas travailler la nuit en dessous de 18 ans. Donc je suis arrivé à 18 ans en 1 semaine. J'ai commencé à travailler la nuit pendant 4 ans pour payer mes études. J'ai fait 4 ans de droit, donc je suis juriste. J'ai payé mes études en travaillant la nuit à la Marseillaise. Donc je faisais jour et nuit et ça m'a énormément appris. Je pense que j'ai même plus appris en travaillant la nuit avec Rotativistes qu'en 4 ans de droit, parce que là tu apprends la vraie vie. C'est pour ça que j'ai une histoire très particulière avec le journal. Donc on vient de fêter 75 ans, comme tu l'as dit, et c'est vrai qu'on est... Alors, moi, j'aime beaucoup La Marseillaise pour plusieurs raisons. D'abord, ils font de très bons papiers sur le football amateur, toujours, en couleur. Comme je l'ai dit hier sur France 2 Provence, ils accordent autant d'importance à un petit club modeste, j'en sais quelque chose, parce que j'avais le club de la Sauvagère, avant même Guido Sauvagère, on était 47 licenciés, mais quand on appelait pour un niveau. Chino Marronnier, Big Up, 13 10. Donc, je trouve ça très bien, puisque on ne te dit pas, ça intéresse qui, parce qu'il y a des journalistes, des fois tu les appelles, ils te disent, ça intéresse qui, vous avez été champion. C'est la Marseillaise. Et ce que j'aime bien dans l'esprit de la Marseillaise, c'est là, et mon premier papier que j'ai eu dans la presse, ça a été dans la Marseillaise, en 96, que j'ai toujours. Et voilà, je voulais rendre hommage à ce journal. J'ai signé d'ailleurs la pétition, c'était il y a 2 ans. C'est ça. Voilà, mon soutien, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est important. Et comment va la Marseillaise aujourd'hui? Alors ça va mieux, aujourd'hui on est à 2 mois après je parlais du mondial, mais on s'est un petit peu recentré sur ce qu'on sait faire. Donc on est très très bon sur le social, on est très très bon sur la culture, sur le sport. Sur l'investigation. Et sur l'investigation, parce qu'on a fait on a dynamité notre une, on a eu l'arrivée d'un directeur exécutif qui est très dynamique, de conseillers éditoriaux qui marchent très très bien, et surtout on s'est mis tous ensemble, on s'est dit en fait qu'on était tous dans le même bateau. Voilà, je vais parler au chef d'entreprise et va comprendre ce que je dis. On est tous dans le même bateau, on rame tous dans le même sens, avec un objectif, c'est l'information, et c'est aussi de sauver le journal, parce que la pluralité de la presse est importantissime pour notre région. Il faut qu'il y ait au moins 2 quotidiens dans la région. La Provence est un excellent journal, en plus on les connaît bien, on les aime beaucoup, mais il faut que la Marseillaise continue, parce qu'il faut la pluralité d'information et d'analyse. Si on n'a que TF1 ou que BFM TV qui nous parlent, c'est un petit peu dommage. Donc de temps en temps, il faut un petit peu rappeler aussi à nos élus, aux gens importants, qu'il y a des choses qui se passent de manière sociale, dans des luttes notamment, et on est là pour le rappeler. Voilà. Tout le monde a joué le jeu honnêtement pour sauver le journal ou ça peut traîner la patte sans polémiquer. Sans polémiquer, il y en a qui ont fait beaucoup d'effets d'annonce. Parce que quand moi je viens, quand tu m'invites au Mondial à Marseillaise, au repas, là il y a tout le monde par contre. C'est ça. Il y a même le Front National, tiens, j'étais étonné de les voir, je ne savais pas que... Eh bien figure-toi que je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ça a été même une surprise pour moi, parce que je ne sais pas qui a invité cette personne. Ouais. Et Madame Elisabeth Philippe, que faisiez-vous au repas de la Marseillaise? Ouais. Je ne savais pas, en fait je ne savais pas que c'est votre sosie. Je ne savais pas. C'est l'élu du Front National qui est... Alors elle a été invitée par quelqu'un qui était un de nos partenaires, dont je tairai le nom, mais qui ne savait pas non plus quelles étaient ses activités politiques.
Donc voilà. Mais Bon, en tout cas, on ne pourra pas vous accuser d'être sectaire. Donc ça c'est j'espère bien. Bon. Ça c'est bien. Alors le mondial, tu m'as lancé tout à l'heure sur le mondial. Oui, le mondial, parce que c'est beau, on voit tout le monde. C'est le premier événement. Alors, c'est vrai que. C'est juste chiant qu'on ne peut pas se garer l'été, mais bon. Alors, c'est les bonnes- là, il faut que je m'excuse auprès de tous ceux qui habitent vers Bordeaux. Non, on est content à Marseille d'avoir cet événement. On est le premier événement sportif, tout sport confondu du sud de la France, je m'explique. On a reçu plus de spectateurs au mondial que le Grand Prix de Formule 1 au Castellet. Il faut se le dire. 16,5 millions d'euros, c'est pas le Grand Prix, hein, de retombées économiques pour la région. 160 000 spectateurs, 27 pays, dont 60% viennent de l'étranger ou de régions extérieures que Occitanie et Sud. Oui, mais Pierre, la différence du Grand Prix, c'est que là, les Marseillais les plus Ils y modestes, ils peuvent y participer. Et c'est ça qui est beau. C'est la magie du mondial, Omar, tu le sais. Ouais. D'abord, c'est l'accessibilité de la pétanque. La pétanque, je rappelle, a été inventée à La Ciotat et a été inventée par et pour un handicapé en 1907, Jules Lenoir. Donc il y a en plus un juste retour des choses, la pétanque est accessible. Johan a été, tu l'as pas dit ça, a été plus longtemps licencié en pétanque qu'au football, parce que il ne le dit pas, il est modeste, mais c'est un très bon joueur de pétanque, notamment en Corse. Où on a Donc tu fais la Marseillaise, évidemment. Non, Eh non. je ne l'ai pas fait depuis très très longtemps. Sur mais les là, Sénégal, venez me voir. Carton jaune. Bon, le jaune, Un jaune, Non, pas mais un c'est- rouge. Le jaune. Ouais. Non, j'adore. Juste un truc, Ah oui. pour que tu saches quelque chose. Mon grand-père, qui était donc à la rue Albe, était plombier. Et il était plombier bar. C'est-à-dire il faisait la plomberie le matin et bar l'après-midi. Donc très jeune, j'ai été mis au sport de bar. Donc contrée, pétanque. Et j'ai grandi avec ces deux activités. Et l'apéro, bien sûr. Mais Sport, j'étais trop petit pour ça. Voilà. C'est notre sport, Omar. Le football, le basket, le handball n'ont pas été inventés en France. Le seul sport qui a été inventé en France. Je rappelle quand même que la pétanque est la 8e fédération en France. Il y a 119 fédérations J'ai affiliées. été très triste que ça ne soit pas sport olympique. Moi, je suis pas triste, je suis inconsolable. Parce que ça, tu vois, ça j'aurais pu être champion olympique de football. Moi, il faudra qu'on ça m'aurait, Ah ben, ça m'aurait c'est bien pu. que tu parles de ça. Tu veux que je t'en parle sans langue de bois ou pas? Non, mais le temps va nous manquer malheureusement, mais quand tu vois des compétitions, des sports entre guillemets, et on ne savait même pas que c'est des sports, C'est une question d'argent. et après tu te dis là c'est c'est qu'une question d'argent. C'est qu'une question d'argent, malheureusement. On ne comprend pas. Alors, moi ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est cette finale au Mucem, avec les bateaux qui passaient derrière. Bateau qui Bon. vient spécialement, c'est nos amis de Corsica Linea qui sont partenaires du mondial. En plus, il y a Le bateau qui vient spécialement pour la finale du mondial. Donc on vient amarrer le bateau contre la tribune et on reçoit nos invités sur le bateau. Et après le bateau il part en Corse, directement depuis la tribune. Ça c'est un petit kiff qu'on s'est fait avec le président de Corsica Linea qui est un copain. C'est de pouvoir d'abord mettre en avant cette belle société qui a repris la SNCM et c'est important parce qu'il fallait une continuité territoriale. Ça c'est très important et ils ont eu le courage de le faire. Et c'est aussi pour eux une belle manière de communiquer et pour nous d'avoir un beau bateau qui vient contre la tribune. Tu as raison, cette finale au Mucem est magnifique. Ah ouais, Et, franchement, et c'est gratuit. Je vais pas, c'est gratuit. Et c'est gratuit ça, pour tout le monde. Ça, c'est vraiment dans l'esprit C'est gratuit pour populaire de la Marseillaise. Mais j'ai passé mon temps, je suis Marseillais, je suis pas un touriste. Mais j'étais là, j'étais dans les gradins, je regardais, c'est beau le bateau qui passe, tu as le Mucem, tu as le. La On est bien, Méditerranée. on est bien, C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc franchement, c'était un beau truc. Je reviens sur le journal de la Marseillaise. Il y a quand même des grands monsieur qui en sont sortis. Je pense à Pape Diouf qui est venu pour la première de Parlons Ballon, Pape, Big Up, Philippe Pujol qui va sortir un livre qui fait apparemment trembler tout Marseille. Oui, bon. Donc qu'on embrasse aussi, qui va venir aussi nous parler de son livre et du reste de Marseille et tout. Donc à la Marseillaise, c'est un petit centre de formation quand même. C'est un très beau centre de formation. Alors c'est vrai que tu en as cité quelques-uns, mais il y en a qu'on ne sait pas. Henri Verneuil, un des plus grands réalisateurs français, a commencé sa carrière à la Marseillaise. Arménien lui aussi. Achod Malakian. Il s'appelle Achod Malakian, Henri Verneuil. Et dans les années 60, au début des années 60, le rédacteur en chef lui demande d'aller couvrir le 24 avril 1915. Et il lui dit, Achod, ça nous pose un problème parce que tu t'appelles de nom arménien, on a peur que ce soit parti pris. Donc tu vas prendre un pseudo. Verneuil n'est pas du tout d'accord, il dit non, je suis arménien. Puis il réfléchit et il dit finalement, je vais changer mon nom. Et il pointe avec un stylo un village sur la carte de France. Et c'est le village de Verneuil. Et il s'appellera Henri Verneuil. Ça s'est passé à la Marseillaise. Les frères Trigano, qui ont créé le Club Med, étaient journalistes à la Marseillaise. Jean-Claude Izzo, dont on fête l'anniversaire récemment, a été rédacteur en chef de la locale à la Marseillaise. Total Chaos.
Quand même. La Marseillaise, bon, Johan, il est sensible à ça parce que c'est un vrai Marseillais aussi, mais on est une part de cette histoire de Marseille et cette part d'histoire, elle doit encore perdurer. Et elle doit encore perdurer longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tous les Marseillais avec nous, qu'ils soient élus, qu'ils soient politiques, qu'ils soient de simples collectifs de citoyens. Sur le 5 novembre, sur la rue d'Aubagne, on a été très présents. On a fait un hackathon. Je profite, tu en parles, c'est malheureusement le triste premier anniversaire. Boumédia prépare un sujet sur les 1 an de la rue d'Aubagne et c'est bien d'en parler. Pierre, un mot sur les futures municipales. Est-ce que tu penses qu'il y a un danger, et Joanne aussi tu me diras, rassemblement. Non, mais on peut avoir un avis en tant que simple citoyen. Est-ce qu'il y a un danger, tu penses, Front National, Rassemblement National? Il y aura toujours un danger partout. Avec toutes ces polémiques qu'il y a en ce moment. Non, moi j'aime pas ce mot danger, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'on voudrait diaboliser le Front National, et justement, pour pouvoir les combattre, il faut les dédiaboliser. Ça, c'est mon avis de citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont devenus un parti comme les autres, et je vais t'expliquer pourquoi. Avec tous les travers des partis comme les autres, ils se mangent le faux entre eux, comme c'est jamais permis. Ils ont des casseroles au cul, excuse-moi l'expression, du Parlement européen jusqu'aux plus petits conseils municipaux en France, parce qu'ils gèrent très très mal. Alors, je ne veux pas trop en parler, parce que honnêtement, je ne veux pas leur faire de la pub. Et j'ai toujours dit qu'ils seront, mais ils sont comme les autres. Seront jamais invités à mon émission, ils ne sont pas les bienvenus. Mais ils ne sont pas invités à Marseille non plus. On dit ce qu'on veut, mais moi j'invite quand même de recevoir des gens que j'ai envie de recevoir. Mais il y a un danger. Il y a un danger. Joanne, tu en penses quoi, toi? Moi je pense que... je parle aux citoyens, aux Marseillais. Moi je pense que jamais les Marseillais, en tout cas c'est l'espoir que j'ai, dans la diversité qu'est Marseille, avec la culture, tu as dit fort justement qu'il représentait Marseille parce qu'il est à moitié arménien. Moi je suis un quart arménien, un quart corse, un quart italien et un quart français, d'accord? Et il est marié, si je peux le dire, à une maghrébine, une française d'origine marocaine. Ah, voilà. Bien sûr. Marseille c'est ça, Marseille c'est nous. Marseille, c'est la Méditerranée. Et je ne pense pas, juste pour terminer, je suis sûr que les Marseillais n'éliront jamais un maire Front National. Ça, j'en suis sûr. Quand on voit les scores, finalement, le métissage, le Marseille cosmopolite, est-ce que sans langue de bois, finalement, c'est pas du vent ou c'est pas du vent, c'est que. Quand on voit le score, c'est-à-dire. Les scores, mais quand on voit les scores du front européen, au présidentiel, ils font quand même toujours des scores. Mais les gens qui, à mon sens, là je parle en tant que Marseillais, les gens qui votent Front National ne sont pas des racistes pour la plupart. C'est pas ce que j'ai dit, attention. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui n'en peuvent plus. Et parce que les politiques ne répondent plus à la question du ras-le-bol général. C'est un cri de colère qui est idiot. C'est idiot de mettre un bulletin Front National. Ça ne sert à rien. À part à faire monter les tensions entre les uns et les autres, pour moi, ça ne sert à rien. Le problème, Joanne, c'est que moi, je partage ton point de vue, que bien sûr, et heureusement qu'il n'y a pas que des racistes dans l'électorat. Peut-être des gens comme Chicanama, mais ces gens-là, en faisant ça, ils peuvent arriver à avoir des gens comme... J'y crois pas. Qui est surnommé le dictateur nord-coréen. Donc voilà, j'y crois pas. On a eu, tu t'as Vitrolles tout à l'heure. À Vitrolles, je ne pense pas qu'ils en ont gardé un bon. J'ai eu l'occasion de souvenir. Très peu, parce que j'ai fait 6 mois ailleurs de la Marseillaise dans ma carrière. C'était justement pour une société qui travaillait pour l'Olympique de Marseille. Et j'ai eu le plaisir de travailler à l'organisation du jubilé de Bernard Pardo à Toulon. Et j'ai eu à travailler à l'époque. Bernard Lembrasse qui vient bientôt. Ouais, Bernard. Qui est un très bon joueur de boule aussi. Bref. Et j'ai bossé donc à Toulon avec le maire qui s'appelait Le Chevalier. Et j'ai pu voir ce que donnait à l'époque, alors c'était le Front National quand même de quelques années. Des années 90. Ce que ça donnait, c'était quasiment mafieux, quoi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Parlons Ballon avec de nouveaux invités. Ciao, ciao.